bien sûr. Hein. D'ailleurs, innovation, tous ceux qui éteindront leur téléphone avant le début de la séance pourront entrer gratuitement à la prochaine. La prochaine, c'est le professeur Ralph Shore de l'Université de Nice qui nous la présentera sur l'armistice de 1918. Alors, autre innovation aussi de notre association, cette conférence sera couplée avec une partie chantée. Hein. C'est l'association Les mots à la bouche, animée par notre ami Jacques Victor, qui interprétera un certain nombre de chansons de la guerre de 14. Alors, je ne sais pas encore très bien comment ça va s'articuler, si vous voulez, dans la conférence, mais ça fera partie intégrante de cette conférence. Autre annonce aussi, pour le, comment dirais-je, le café au quotidien. Alors, j'ai oublié le jour. C'est le 7 novembre, je crois. Oui. 7 novembre. Au café au quotidien, nous accueillerons l'écrivain niçois Gilbert Otteman, qui va parler de son livre Mai 68, une jeunesse niçoise. Alors, de 18h30 à 19h30, il va présenter son bouquin, répondra aux questions, et ensuite, à partir de 20h à peu près, jusqu'à 20h, il dédicacera son bouquin à tous ceux qui auront eu la bonne idée de la mener à ce moment-là. Donc je répète, c'est le café au quotidien. Hein, c'est situé entre la place du Pain et la rue Martin-Seytour. Martin-Seytour, donc c'est pas très loin d'ici. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Alors maintenant, je suis heureux de vous présenter Gérard Aschieri, hein, qui va nous parler aujourd'hui des services publics. Alors pourquoi lui? D'abord parce que c'est un collègue. Hein, il était lui-même fonctionnaire, agrégé de lettres classiques. Il a enseigné toute sa vie professionnelle, essentiellement dans les lycées et collèges de Seine-Saint-Denis. Il a été aussi un dirigeant du SNES, Syndicat national des enseignements du second degré, et surtout le premier secrétaire de la Fédération syndicale unitaire, hein, la fédération qui regroupe le SNES, et qui est là, en alternance avec EFO, premier syndicat de la fonction publique. Alors, il est membre aussi du Conseil économique et social et environnemental, donc quelqu'un de pleinement impliqué dans la vie économique, sociale de notre pays, et qui a, de par ses fonctions, mûrement réfléchi sur ce qu'est là ou les fonctions publiques. Alors là où il y a aussi un débat, y compris dans nos rangs, pour voir quel est le terme exact. Mais écoutez, je pense que vous en saurez plus lorsqu'il aura terminé sa conférence. Merci, vous m'entendez? Oui, ça marche. Alors je vais essayer de parler dans le micro, mais comme je parle en bougeant les mains, c'est peut-être parfois... il y aura peut-être des problèmes, mais on va voir. Au début de la semaine, une radio locale m'a téléphoné pour me demander répondre à quelques questions pour préparer cette conférence, et on m'a posé la question, est-ce qu'il faut dire le service public ou les services publics, est-ce qu'il y a une différence? Bon, je suis tenté de dire, c'est comme la Sainte Trinité. Vous savez, on s'est beaucoup tué au cours de l'histoire du christianisme pour savoir si unus Deus tres personae, c'était un Dieu et trois dieux différents, ou c'était le même Dieu. Le service public, c'est une construction juridique, qui a une histoire politique, une construction qui se traduit par des services publics qui répondent tous aux mêmes critères et aux mêmes principes. Donc il y a un service public et il y a un service public de l'éducation, un service public de la santé, un service public du rail, pour autant que ça reste encore, service public de la justice, de la police, etc., etc. Voilà. Pour commencer et écarter cette question de définition. On va parler donc des services publics, mais il ne faut pas oublier que ces services publics ils constituent un ensemble. Et c'est important parce que un des éléments centraux de l'action publique, c'est justement, ça devrait être l'interaction entre les divers services. Ce n'est pas le découpage entre des territoires qui n'ont rien à voir entre eux. Alors, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, j'y reviendrai, mais c'est important. Alors, je vais commencer, je vais essayer de faire marcher mon PowerPoint. Je vais commencer par... Je vais commencer par un peu d'histoire. Oui, là, je n'ai pas réussi, mais on va y arriver. Je vais commencer par un peu d'histoire.
D'où ça vient tout ça? Alors, on vous a dit que j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental, et le Conseil a émis à voter à l'unanimité, il y a un peu moins de 2 ans, un avis sur la fonction publique et donc les services publics, parce que quand on parle de services publics, en France, il faut savoir une chose. Il y a environ un peu plus de 6 millions d'agents des services publics, et sur ces 6 millions, il y en a 5,5 millions qui relèvent de la fonction publique, d'une des 3 fonctions publiques. Donc, dans cet avis, les auteurs faisaient remonter à l'Antiquité grecque, où il y avait des esclaves publics, les démiosioi, qui avaient comme responsabilité les affaires publiques, les affaires communes et les affaires de l'État. Alors, on peut faire remonter à cette histoire, on peut remonter au Moyen-Âge, avec une notion importante qui est la notion des communs. Vous savez, les communs, c'était des biens qui n'appartenaient à personne en particulier, et qui appartenaient à une communauté, un village, un groupe, etc., qui étaient utilisables par tous, mais qui étaient utilisables par tous à travers des règles définies collectivement. Alors je ne dis pas que les communs c'était des services publics, encore que quand il y avait un moulin pour moudre le blé, ou un four, quand il n'appartenait pas au Seigneur et qu'il appartenait à la communauté, c'était une forme de service ou de service public. Mais Annie Elport, qui connaît mieux la question que moi, qui j'ai écrit récemment un livre, lui fait remonter les débuts de l'ancêtre du service public, de la notion d'ancêtre public à Philippe le Bel. Alors Philippe le Bel avait une première caractéristique, il est connu entre autres pour avoir installé les papes à Avignon et avoir ainsi proclamé la supériorité du pouvoir royal sur le pouvoir ecclésiastique, sur le pouvoir religieux. Mais il a aussi organisé l'administration du royaume en créant une instance qui s'appelait le Conseil d'État du roi ou le Conseil du roi, qui est l'ancêtre de l'actuel Conseil d'État, et avec une idée. Les affaires relatives au domaine royal ne pouvaient pas être traitées par la même juridiction que les affaires relatives aux propriétés, aux droits des particuliers. Et l'idée que le domaine royal, donc ce qui relevait de la monarchie, avait un statut particulier et nécessitait une justice particulière. C'est un peu le début de quelque chose qui va progressivement se mettre en place et qui, au-delà des affaires du roi, va peu à peu s'occuper d'un intérêt commun, ce qu'on appelle maintenant l'intérêt général. Alors, dans les étapes, on peut aussi citer l'édit de Villers-Cotterêts, qui commence à instaurer une administration indépendante de l'Église, puisque que fait l'édit de Villers-Cotterêts? Il introduit l'usage du français, de la langue vulgaire, et non plus du latin, pour les actes administratifs, les actes d'état civil et aussi les actes judiciaires, je crois, et qui détache donc l'administration du clergé. C'est d'une certaine manière pas seulement un ancêtre de l'administration, mais un ancêtre de la laïcité. C'est un des premiers actes laïques dans notre pays. Et il va y avoir progressivement constitution d'un appareil d'État qui va s'autonomiser petit à petit. Alors, avec d'abord eu des charges qui étaient vénales, puis comme les charges étaient vénales et que le roi n'avait pas de prise sur les titulaires de ces charges, on a créé des commissaires, puis des intendants, il y a eu la création des corps d'ingénieurs au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des gens qui avaient en charge les affaires de l'administration pour le compte du roi. Mais cette administration a peu à peu pris son autonomie. Et vous savez, on prête à Louis XIV la fameuse formule « l'État, c'est moi ». Il n'est pas sûr du tout qu'il ait dit ça. Les historiens disent que ce n'est pas avéré. Et quand il est mort, on lui prête une autre formule qui n'est pas plus avérée, qui est « je m'en vais, mais l'État demeure ». Ces deux formules montrent l'évolution d'une certaine conception.
Et puis, alors je vais, voilà, et puis on passe au XVIIIe siècle, à la Révolution française. Qu'est-ce que introduit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Révolution? Le souverain n'est plus le roi. Le souverain, c'est le peuple. Mais il y a aussi l'affirmation d'un certain nombre de droits, et ces droits vont être à la base de certain nombre de principes qui vont constituer les principes du service public et les principes de la fonction publique. C'est important parce qu'il faut bien voir que le service public, les services publics, la fonction publique ont quelque chose à voir avec la République et avec la démocratie et surtout avec la citoyenneté. Il y a quelques années, le Conseil d'État avait fait un rapport sur la notion d'usager. Je me souviens d'une formule disant qu'est-ce qui différencie l'usager du client? C'est que l'usager, il est aussi citoyen. C'est une notion importante. Alors, au XIXe siècle, il y a eu des juristes, notamment à Bordeaux, qui ont théorisé le service public et qui ont édicté un certain nombre de principes du service public, en même temps que se constituer une fonction publique avec des statuts, mais des statuts qui étaient des statuts carcans, c'est-à-dire le fonctionnaire n'avait aucun droit et devait obéir. Petit à petit, vous savez, le droit syndical a été reconnu aux fonctionnaires seulement en 1924, au moment du cartel des gauches. Et le droit de grève ne leur a été reconnu qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec le statut général des fonctionnaires. On passe sur le statut de Vichy. Vous imaginez ce qu'il pouvait être. Et le statut des fonctionnaires, qui a connu plusieurs étapes, la dernière étape étant les lois Perben de 83, 84, 85, ce statut, il articule des droits et des obligations. Et ces droits et ces obligations, ils sont liés aux besoins du service public et aux principes du service public. Alors, comment est-ce qu'on définirait les services publics et surtout à quoi ils servent? Moi, je propose une réponse qui est de dire que les services publics, c'est une réponse socialisée à des besoins, alors des besoins individuels et collectifs. Pourquoi socialisés? Parce que c'est pas seulement, c'est déjà une répartition, c'est-à-dire en gros vous payez des impôts et ces impôts ils sont redistribués à tout le monde à travers un certain nombre de services, mais c'est aussi une réponse socialisée parce que il y a, c'est le peuple souverain, à travers théoriquement ses élus, qui va définir les règles de ces services publics et les modalités de fonctionnement de ces services publics. Et comme l'objectif de cette réponse socialisée, c'est de permettre de rendre effectifs des droits fondamentaux partout et pour tous. C'est, selon moi, ce qui fait le lien, entre autres, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Prenons un exemple. On peut proclamer des droits. Le droit au logement, vous savez, il y a une loi qui a instauré le droit au logement opposable, la loi Dallot. Faute d'outils et de moyens pour rendre effectif ce droit, il y a aujourd'hui environ 300 000 personnes qui couchent dans la rue, en France. Il n'y a pas de droit si on ne se préoccupe pas de l'effectivité de ces droits, c'est-à-dire de la possibilité pour chacun d'exercer ou de bénéficier de ces droits partout. Et l'outil, un des outils pour le permettre, ce sont les services publics.
Et à partir de là, évidemment, ils sont des facteurs de cohésion sociale et de citoyenneté. Vous savez, il y a le sociologue Robert Castel qui disait à peu près, je schématise, je caricature un peu, excusez-moi, pour que les gens soient vraiment libres, il faut qu'ils aient un socle de droits qui leur permette cette liberté. Il disait on ne peut pas atteindre l'égalité absolue, mais on peut au moins faire en sorte que la situation des gens se rapproche et éviter des inégalités très fortes. C'est une des fonctions des services publics. Et au-delà de ça, ils ont comme fonction de prendre en charge l'intérêt général et surtout de prendre en charge le long terme. L'action des services publics, c'est pas seulement de répondre aux besoins individuels maintenant, c'est de répondre aux besoins individuels maintenant en ayant le souci du long terme. Et quand aujourd'hui on pense au problème du climat, on voit ce que peut signifier l'enjeu du long terme. Et ces services publics, ils sont régis par un certain nombre de principes qui sont liés aux principes et aux valeurs de la démocratie. J'ai écrit là les principes du service public qui sont bien connus. Il y en a trois grands principes. La continuité du service, l'adaptabilité. C'est important, l'adaptabilité. C'est-à-dire, les services, ils doivent évoluer en fonction de la situation, en fonction des besoins auxquels ils répondent, et en fonction des usagers, bien évidemment. Et, principe fondamental, l'égalité de traitement. Et de ces principes, on découle trois grandes notions qui ne sont pas vraiment des principes, mais qui ne sont pas au même niveau. C'est la question de la neutralité, de la laïcité. Laïcité qui s'impose aux services publics, aux agents publics, mais pas aux usagers. Elle est destinée à éviter des discriminations. C'est-à-dire, l'agent public, le service public, doit rendre son service, quelle que soit l'opinion politique, l'opinion religieuse, la nationalité, etc., des usagers qui sont en face de lui. C'est ça qui est assez fondamental. Et je vous ai mis le CESE, je vous ai dit, a voté divers avis. Et en novembre 2017, il a voté un avis sur un projet de loi qui a été voté par le Parlement, qui est en cours de vote, dont personne n'a parlé, ou très peu, qui s'intitule « Pour un État au service d'une société de confiance ». On en a parlé sur un point, c'est sur le droit à l'erreur. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Et je vous ai mis cette citation parce que je crois qu'elle est importante. Alors je vous précise que cet avis a été voté à l'unanimité. Ça veut dire toutes les parties prenantes du Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire aussi bien les représentants des syndicats, les représentants des associations, les représentants du monde de l'environnement, mais aussi les représentants des artisans, des chefs d'entreprise, etc. À l'unanimité. Et il dit qu'il y a un pacte social, et que ce pacte social, il plonge ses racines dans les principes constitutifs des services publics et de la fonction publique. Et il dit ce que je vous ai dit aussi, à savoir que l'action publique peut se concevoir en réponse à des demandes sociales, mais d'autres dimensions sont à prendre en considération, l'action publique a une fonction régulatrice, voire régalienne, qui s'exerce conformément à une vision de l'intérêt général dégagée par le législateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service public, et ça renvoie à la notion de socialiser que je vous ai indiqué, les services publics, ça ne sert pas seulement à répondre à l'attente d'un client, ça sert à répondre à cette attente,
mais ça doit prendre en compte d'autres éléments qui relèvent de l'intérêt général. C'est-à-dire, vous pouvez dire, moi j'ai besoin de tel service, prenez l'éducation. Le service public doit assurer l'éducation de tous les enfants et la réussite de tous les enfants. Mais il a en même temps une mission qui est de les former dans le cadre des valeurs de la République. C'est la différence entre le service public laïque d'éducation et l'enseignement privé, qui n'a pas cette obligation, ou qui a moins cette obligation, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais je reviendrai si vous voulez, qui a moins cette obligation. Et je vous donne la suite. On ne peut pas, ce texte, dire qu'on ne peut pas mesurer l'efficacité du service public seulement en fonction du coût. Bien sûr, les services publics ont un coût, mais ça ne peut pas être le seul critère de mesure de son efficacité. Parce que il y a des biens communs, des biens publics, et la valeur de ces biens publics n'est pas toujours facile à mesurer. La protection de la biodiversité, c'est pas quelque chose dont on peut... on peut parfois dire ça a un coût, l'absence de biodiversité. Mais la biodiversité est un bien qui nous appartient à tous. Et le protéger n'est pas seulement une question de rapport coût-efficacité. C'est une des grandes caractéristiques des services publics. Alors, le service public est lié à la fonction publique. Je passe rapidement. Pourquoi y a-t-il des fonctionnaires et un statut en France? Parce qu'on a considéré que la prise en charge de l'intérêt général ne pouvait pas relever d'une relation contractuelle entre un employeur et un salarié, mais relever d'une décision démocratique unilatérale manifestée par une loi. C'est ça le statut. C'est une loi qui définit, au nom de la nation, les règles régissant le recrutement, le travail, la carrière des fonctionnaires. Tout ça parce que le fonctionnaire, au sein des services publics, a la responsabilité de l'intérêt général. Et c'est un peu moins lisible, mais ce que je vous dis là, c'est aussi présent dans un avis du Conseil économique social. Vous voyez, en rouge, dit que le statut est justifié par l'intérêt général associé à la notion de service public. Et il y a des garanties, mais en même temps, il y a une contrepartie. C'est des devoirs, des obligations, et la principale obligation étant ce qu'on appelle la subordination hiérarchique. C'est-à-dire le fonctionnaire, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a l'homme politique, le représentant de la nation, qui définit une politique, et le fonctionnaire, il est là pour la mettre en œuvre. Et le statut des fonctionnaires repose sur 3 principes qui s'articulent avec les principes du service public. Il y a le principe d'égalité, et s'il y a un recrutement pour concours, c'est à cause du principe d'égalité, c'est pour assurer l'égalité vis-à-vis de l'accès aux fonctions. C'est l'indépendance du fonctionnaire, qui est marquée par ce qu'on appelle la distinction du grade et de l'emploi, c'est-à-dire un fonctionnaire est recruté dans un grade,
professeur certifié, professeur des écoles, attaché d'administration, secrétaire. Il va avoir une carrière liée à son grade, indépendamment indépendante de son emploi. Et il va avoir par ailleurs un emploi dont il n'est pas propriétaire, qui peut changer. Et c'est cette garantie, c'est cette indépendance, distinction du grade et de l'emploi qui fait ce qu'on appelle la garantie de l'emploi. C'est-à-dire le fonctionnaire va poursuivre sa carrière si son emploi est supprimé, mais en même temps, la contrepartie, c'est qu'il est obligé d'aller là où on lui dit d'aller. Il n'est pas propriétaire de son emploi. Il y avait une formule qui datait du 19e siècle pour les officiers, qui disait à peu près, c'était à l'époque encore de la monarchie de Juillet, le grade appartient à l'officier, l'emploi appartient au roi. Et le troisième grand principe, et la distinction d'un grade d'emploi permet aux fonctionnaires une forme d'indépendance par rapport aux pouvoirs locaux et permet aux gestionnaires d'assurer la continuité de l'action publique, puisque le gestionnaire ou le responsable politique va décider où il emploie le fonctionnaire et dans quelles conditions il emploie le fonctionnaire. Dernier principe, c'est le principe de responsabilité qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'essaie d'accélérer, excusez-moi, parce que je vois que je parle beaucoup. Je vous cite un avis voté par le Conseil économique et social qui dit bien les choses, c'est en rouge à la fin. Le statut et son corollaire obligeaient le principe d'adaptabilité, ont montré leur capacité à faire face à des enjeux d'évolution importants. Il n'est pas démontré que leur abandon apporterait davantage important, voire en matière budgétaire. On dit ça a été voté à l'unanimité par tout le monde. C'est important de le rappeler. Une fois, le CESE recommande de confirmer la validité du cadre statutaire pour l'emploi d'un fonds public. Pourquoi je vous ai expliqué tout ça? C'est pour vous souligner que, les services publics, c'est une construction liée à l'histoire de notre démocratie. Et qu'ils sont fondés sur des principes centraux et que l'existence d'une fonction publique s'articule à la fois avec l'existence de services publics et avec ces principes. Et, petit détail, contrairement à ce qui est souvent mis en avant, les fonctionnaires au travail. Vous voyez, il y a quelques statistiques. Si on prend le travail morcelé, ce qu'on appelle le travail morcelé, c'est le fait de devoir, au cours de la journée de travail, changer sans cesse de tâches. Répondre au téléphone, répondre à ses mails, etc. Vous voyez, il y a 65% des fonctionnaires de l'hôpital et de l'État qui sont soumis à du travail morcelé contre 57% du privé. Si on prend les horaires atypiques, vous voyez, 62% à l'hôpital contre 46% dans le commerce et l'industrie. Si on prend le travail de nuit, et si vous prenez le travail du dimanche, c'est les fonctionnaires qui travaillent le plus le dimanche. Vous savez bien, les policiers, les fonctionnaires de l'hôpital, etc. Alors, je ne vous dis pas ça. Je vous dis pas ça pour faire pleurer sur le sort des fonctionnaires. Je dis ça pour montrer que le statut et les principes du statut aboutissent à un travail réel et à un travail qui a des caractéristiques particulières, pas toujours aussi faciles que ça. Vous savez, on a souvent l'image du fonctionnaire gratte-papier qui travaille encore avec une plume d'oie ou qui dort. Ben non.
les fonctionnaires globalement travaillent et on n'en parle pas assez de ce travail. C'est important. Et ce travail, il est lié aux besoins du service public. Alors, un autre élément que je voulais donner, qui est d'une autre nature, c'est autour de la question du coût. On nous dit, parce que je vais en venir aux attaques contre le service public. On nous dit, la fonction publique, et surtout les services publics, ça coûte et on ne peut pas se permettre. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, je crois, Le Monde dénonce une fraude ou une évasion fiscale de 55 milliards dans divers pays européens. Ben, il y a eu une estimation qui a été faite encore une fois par le CESE, simplement pour la France. Ce qu'on appelle l'évitement fiscal, c'est entre 60 et 80 milliards. Alors qu'est-ce que c'est que l'évitement fiscal ? C'est pas seulement l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est les gens qui, avec des valises, maintenant ça ne fait plus comme ça, vont en Suisse. Mais c'est l'évitement fiscal, c'est ça, mais c'est aussi les gens qui profitent des failles de la loi pour ne pas payer des impôts de manière légale. Et il y a des techniques. C'est comme ça, par exemple, que McDonald's ne paie pas d'impôts en France, que la plupart Facebook, les GAFAM, etc., ne paient pas d'impôts, ou très peu. Mais il n'y a pas que. Ce qu'a montré, l'enquête publiée ce matin relève de ça. On utilise les failles. Bien, l'estimation. Alors, il y a des estimations plus importantes. Celle-là qui est modeste, entre 60 et 80 milliards, ça nous donne plus que le budget du plus gros ministère en France, le ministère de l'Éducation nationale. Alors je ne dis pas qu'il n'y a qu'à soulever le tapis, trouver la trappe et prendre l'argent, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais s'il y avait une vraie politique fiscale et une vraie politique de lutte contre l'évitement et la fraude fiscale, on aurait quelques moyens et on pourrait discuter autrement sur les questions du service public. Je reviendrai après, mais je voulais souligner cet élément important, parce que, je le redirai, si on veut défendre les services publics, il faut qu'on pose la question de leur financement, et si on pose la question de leur financement, on tombe sur la problématique de l'impôt. Et j'en reparlerai un peu plus tard. Alors, quelles sont les menaces ? Alors, vous avez tous entendu, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas tous entendu parler du comité Action publique 2022. Le Premier ministre a mis en place un comité qui était fait de technocrates et de chefs d'entreprise pour 3 objectifs. Améliorer la qualité des services publics, on ne va pas se plaindre. Offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé, mais surtout accompagner rapidement la baisse des dépenses publiques. Et en fait, c'est le 3e élément qui est déterminant. Et le comité Action publique a fait des propositions tellement forte que le rapport n'est pas publié. Et ce qui n'empêche pas le gouvernement, j'y reviendrai, de l'appliquer partiellement, par petits bouts. Et le Premier ministre, d'ailleurs, donnait... j'ai oublié... Oh, tant pis, il me manque une page que je sautais. Dans la suite de la circulaire, on voyait très clairement que ce qui était important, c'était la baisse des dépenses publiques. Alors, attendez, je vérifie. Ben voilà, je n'avais pas mis au bon endroit la diapositive. Vous voyez immédiatement ce qui est mis en avant, c'est les objectifs ambitieux que nous sommes fixés en matière de réduction de la dépense publique, implique de revoir profondément et durablement les missions de l'ensemble des acteurs publics,
Et un peu plus loin, on écrit « Cela pourra notamment le conduire à proposer des transferts entre les divers niveaux des collectivités publiques, des transferts au secteur privé, voire des abandons de missions. » Et ce qui est dit là n'est rien d'autre que la poursuite d'une tendance qu'on a depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement d'Édouard Philippe n'invente rien. Simplement, il donne un coup d'accélérateur. Et quelles sont ces tendances? Moi, je vois 4 grands axes. Le premier axe, bien évidemment, c'est de réduire les moyens. Alors, réduire les moyens, c'est réduire, bien évidemment, le nombre d'agents, de fonctionnaires. C'est un grand classique. Vous vous rappelez Nicolas Sarkozy qui projetait d'en supprimer, si mon souvenir est bon, 150 000. Le gouvernement Hollande ne supprimait pas, mais créait des postes dans l'enseignement en supprimant dans les autres secteurs, c'est-à-dire c'était du redéploiement. Et là maintenant, l'objectif c'est 120 000 fonctionnaires en moins. Ça c'est pour les services publics avec des fonctionnaires. Pour les autres, les effectifs de la Poste diminuent régulièrement, les effectifs de fonctionnaires de la Poste diminuent régulièrement, la SNCF, on met moins d'argent dans les services publics au nom de la réduction des déficits. Le second axe, c'est plus idéologique, c'est le primat de la concurrence. Au nom de la fameuse concurrence libre et non faussée, qui est une des règles de la construction européenne aujourd'hui, la concurrence doit être la règle et toute exception doit être justifiée. Et ça a servi à, je dirais, démanteler la plupart des services publics à caractère industriel et commercial. Vous savez comme moi que France Télécom est dans un système totalement concurrentiel. La Poste est de plus en plus dans un système concurrentiel, notamment sur le marché le plus fructueux qui est celui des colis, qui est celui de la messagerie. À l'hôpital, on met sur le même plan les cliniques privées, l'hospitalisation privée et l'hôpital public. Enfin, je pourrais... Électricité de France est une entreprise concurrentielle comme les autres qui vend y compris des produits qu'elle ne vendait pas. Voilà. On pourrait faire la liste à peu près. Et tous les services publics, industriels et commerciaux ont été mis en concurrence presque totale avec le privé. Et un des problèmes qui a causé le conflit à la SNCF, c'est ça. C'est la perspective de l'ouverture du rail à la concurrence. Et cette ouverture à la concurrence produit ce que j'appelle de la segmentation. Alors, ça recouvre deux idées, cette segmentation. Premièrement, il y a la différenciation entre les monopoles dits naturels et l'usage de ces monopoles. Prenons le rail. On a un réseau ferroviaire. On peut difficilement se permettre d'avoir des réseaux ferroviaires différents, comme on avait au XIXe siècle avec la ligne Paris-Lyon-Marseille, la ligne Atlantique. On admet qu'il faut une entité unique
pour gérer le réseau ferroviaire. Mais en revanche, pour faire circuler les trains, là, on met en place la concurrence. Et il y a une segmentation entre le réseau lui-même et l'utilisation du réseau. Vous avez la même chose pour le gaz, pour l'électricité, etc. Et, par exemple, la SNCF va payer des péages aux propriétaires du réseau. Alors, qui est Réseau Ferré de France, qui est lié en même temps à la SNCF, c'est là que c'est un peu compliqué, mais vous avez des entités différentes. Une entité qui n'est pas soumise à la concurrence, c'est l'entité qui construit et entretient le réseau, et une entité, celle qui fait rouler les trains, qui est soumise à la concurrence. Ça, c'est ce qui est caractéristique à peu près de la plupart des services publics industriels et commerciaux. Les autres services publics, pour l'instant, parce qu'ils ne sont pas en réseau, ne sont pas touchés par ça. La concurrence fonctionne autrement. C'est ce que je vous disais. Les cliniques privées sont censées faire partie du service public de la santé, de la même manière que les établissements privés d'enseignement sous contrat sont censés faire partie du service public d'éducation. Mais ce qui se passe dans ce cas, c'est que la concurrence aboutit à une autre forme de segmentation. C'est-à-dire, on va avoir des offres différenciées selon que les gens peuvent payer ou pas. En gros, on considère qu'il est important d'assurer un filet de sécurité. Et donc ça va être assuré en général par le service public. Mais tout le reste va être une offre concurrentielle où aussi bien le public que le privé vont offrir du plus ou moins haut de gamme en fonction de ce que vous pouvez payer. Si vous prenez l'hôpital, si vous avez plein d'argent, vous pouvez soit aller dans une clinique privée, soit vous payez un lit privé au sein même de l'hôpital public. Si vous n'êtes pas trop pauvre, vous avez l'hôpital public, où il y a quand même de la qualité, parce qu'il y a des plateaux techniques de grande qualité, des médecins compétents, etc., mais où vous êtes moins bien traité que dans le lit privé ou dans la clinique privée. Et si vous êtes très pauvre, SDF, étranger sans papier, etc., vous avez droit, il y a quelque chose qui s'appelle, je crois, le PASS, Parcours d'accès aux soins de santé, où là, on vous soigne, on vous évite de mourir, mais par exemple, on ne va pas vous donner de médicaments dits de confort. Et en plus, il faut que vous fassiez la queue, que vous attendiez toute la journée pour pouvoir être reçu, etc. Si vous prenez la SNCF, si vous avez de l'argent, ou si votre entreprise, parce que vous êtes cadre, vous paie la première classe, vous aurez droit à une première classe, par exemple en TGV Pro, TGV professionnel. Et là, sur le quai maintenant, on vous sert un café gratuitement, on vous donne un journal, etc. Si vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez soit voyager en deuxième classe, soit voyager pas cher, mais à des horaires où les trains sont vides, des horaires qui arrangent moins, etc. Vous n'avez pas le droit de changer votre billet, vous devez payer. Et sinon, vous avez Ouigo. Ouigo, alors c'est du TGV, mais par exemple, dans Ouigo, vous n'avez pas de bar, si vous avez besoin de boire. Vous n'avez même pas de poubelle pour jeter vos déchets.
Et en plus, le trajet TGV, il va à vitesse TGV, sauf que vous allez le voir, si vous habitez Paris, faire 3/4 d'heure de RER pour aller à la gare TGV Ouigo, voilà. Et puis quand vous embarquez, on vous parque dans un coin, vous devez arriver à l'avance, etc. Et ça, c'est produit, entre autres, par la concurrence au sein des services publics. Et enfin, et ça va avec, au sein même des services publics, il y a introduction de critères de gestion du privé. Et il y a mise en concurrence. Prenons l'éducation. L'enseignement privé ne se contente pas d'offrir un enseignement particulier à des gens. Alors, pas nécessairement des gens qui peuvent payer d'ailleurs, c'est ça, comme c'est l'État qui paie les salaires des enseignants, c'est pas très cher, c'est relativement abordable. Mais ça crée un système de concurrence et ça détruit la mixité sociale d'un certain nombre d'établissements. Il y a un exemple assez célèbre, il y a quelques années, à Avignon, il y avait des collèges de banlieue où il y avait des enfants issus de catégories sociales dites défavorisées et qui n'avaient pas de... et ces collèges étaient caractérisés par l'absence de mixité sociale. Or, la mixité sociale est un élément de réussite de tout le monde. Ça profite à tout le monde, pas seulement aux plus pauvres. Le conseil général, puisque à l'époque c'était encore, je crois, un conseil général, décide de fermer ces collèges et de répartir les élèves dans des collèges de centre-ville pour qu'ils y aient bénéficié de cette mixité sociale. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les enfants des catégories supérieures des collèges de centre-ville se sont enfuis vers l'enseignement privé et il n'y a pas plus de mixité sociale dans les collèges, dans les nouveaux collèges de centre-ville. Tout ça pour vous dire que ce système de concurrence, à un moment donné, détruit le service public lui-même de l'intérieur. Et ça, c'est dramatique. Et c'est difficile de le combattre. Alors maintenant, je vais en arriver, en essayant d'être... je vais essayer de vous le dire en 10 minutes maximum, parce que je vois que l'heure tourne. Je vais arriver à la partie la plus difficile de mon exposé. Chaque fois que je dis ça, en général, on me dit c'est bien gentil, mais on n'y croit pas. Moi, je pense qu'on peut mener des batailles et qu'il faut être optimiste. Dans le livre qu'on a écrit avec Anissé Leport, on avait failli appeler ce livre le 21e siècle, âge d'or du service public, point d'interrogation. Et la question elle se pose réellement. D'abord, premier élément, il y a, dans les éléments d'optimisme, il y a la confiance des usagers dans le service public. Vous voyez, alors ce sondage est un peu ancien, mais d'autres... alors ça c'était amusant parce qu'on avait posé la question aux Français, ce qu'ils pensaient du secteur public. Alors, la formule n'était pas très bonne parce que secteur public c'est pas exactement service public. Et aux salariés du secteur public, ce qu'ils pensaient que les Français pensaient. Les Français ont une bonne opinion des services publics, du secteur public, 64%. Tandis que les agents, les salariés du secteur public pensaient à 62% que les Français avaient une mauvaise opinion. Donc il faut déjà combattre cette idée qu'on n'aime pas les services publics. Alors il y a la même chose pour les fonctionnaires, je passe vite. Deuxième idée, autour de la question de trop de fonctionnaires. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que la France n'est pas dans une situation d'excès de fonctionnaires. Et il y a plusieurs indicateurs. Alors, par exemple, il y a une étude de l'OCDE, qui n'est pas une bande de dangereux gauchistes, qui montre que
Au sein de l'OCDE, la part... Alors, c'est pas de la fonction publique, c'est de l'emploi public, parce que dans tous les pays, il n'y a pas des fonctionnaires. En gros, c'est des gens payés par une autorité publique et par des fonds publics. Bien, la part a augmenté au sein de l'OCDE par rapport à l'emploi total, elle a augmenté légèrement. Ben, la France, elle est en dessous de la moyenne. Si je prends un autre indicateur, France Stratégie, qui est un organisme public, qui a fait des comparaisons, nous dit que la France se situe de fait parmi les pays où la proportion de l'emploi public dans la population comme dans l'emploi total est élevée, mais sans excès. Son taux d'administration de 90 emplois publics pour 1000 habitants la place dans la moyenne haute. Et la diapositive suivante la montre. Vous voyez, ce qui est encadré, c'est la France. Et vous avez des pays qui sont sacrément plus hauts, notamment les pays dont on vante le modèle social. C'est important. Et les pays libéraux, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, sont tout de même, quand on regarde de près, pas très loin de la France. Il n'y a rien de scandaleux du côté de la France. Mais ce que nous dit aussi France Stratégie, c'est que si on ne se contente pas de compter les dépenses liées à l'emploi, et si on prend les autres types de dépenses pour répondre aux besoins, dépenses de consommation intermédiaire, des transferts en nature, c'est-à-dire en gros, vous pouvez avoir une administration qui vous rend un service, ou vous pouvez avoir une administration ou un État ou une collectivité qui va acheter des services à une entreprise privée et qui va les distribuer au bénéfice des usagers. Quand on fait le total, on s'aperçoit qu'il y a très peu de différence entre les divers pays. C'est ça que dit France Stratégie. Il y a des pays qui externalisent beaucoup, il y en a d'autres moins. Un exemple, quand on a fait ce livre avec Alice Elpont, on avait regardé les chiffres, on avait vu ce type de choses, et on avait vu qu'il y avait dans les pays européens un pays qui avait un taux d'emploi public atypique, beaucoup plus faible que la plupart des autres pays voisins, c'était l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne, c'est toujours l'exemple allemand, donc on a essayé de regarder de près. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, le second employeur après l'État, ce sont les églises, qui sont financées par l'impôt. Et les gens payés par les églises, c'est pas seulement des gens qui vont allumer des cierges ou sonner les cloches. C'est beaucoup d'employés de services sociaux, de services de santé. C'est-à-dire que les églises se substituent au pouvoir public, en partie pour un certain nombre de fonctions qui, en France, sont assurées par des services publics. Alors, on peut très bien faire le choix de ça, mais qu'on ne vienne pas nous parler ensuite de laïcité, bien évidemment. Ce que je veux dire là, c'est que quand on regarde la plupart des pays développés, il y a partout des formes de réponse aux besoins individuels et collectifs, qui passent par de la dépense d'argent public. Et la différence, c'est les choix politiques qu'on fait pour savoir comment on va utiliser cet argent public. En fonction de quels principes et avec quelles conséquences politiques au social. Il y a un exemple qui est édifiant. Le pays où la part du PIB consacrée aux dépenses de santé est le plus élevée, je crois, c'était vrai il y a quelques années, je crois que ça l'est toujours, ce sont les États-Unis. Mais c'est aussi le pays où l'efficacité du système de santé est la plus mauvaise. Tout simplement parce que c'est un des pays où les dépenses de santé sont le moins socialisées.
sont le plus individualisées avec recours à des assurances personnelles. En gros, ça veut dire qu'aux États-Unis, on dépense beaucoup plus d'argent pour la santé, mais comme ça passe par des dépenses individuelles, ça produit collectivement une situation sanitaire bien plus mauvaise que, par exemple, dans notre pays. En gros, le choix, c'est ça que je veux dire, n'est pas un choix économique, n'est pas un choix imposé par l'économie, c'est un choix politique au meilleur sens du terme. Qu'est-ce qui est bon pour la société et qu'est-ce qu'on veut pour la société? Et je pense que si on veut une société solidaire, si on veut de la cohésion sociale, si on veut développer les valeurs de la démocratie et de la République, on a besoin de faire des choix qui sont des choix de service public. Parce que, y compris, c'est plus efficace. Non pas que l'entreprise privée soit dans le mal, dans l'absolu, moi je ne dis pas ça. Hein. Il y a par ailleurs des associations, des mutuelles, qui, plus ou moins, prennent en charge l'intérêt général aussi. Il n'y a pas que le service public. Mais le problème d'une entreprise, d'une mutuelle, même quand on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et d'une lucrativité limitée, c'est que les critères d'efficacité, à un moment donné, sont des critères d'efficacité financière. Parce que tout simplement, il y a besoin de payer des salariés, il y a besoin de... Voilà. On est obligé, à un moment donné, quand on est dans le système concurrentiel, de vendre quelque chose. Et de se préoccuper de combien ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte, surtout. Dans le service public, bien sûr, il faut se préoccuper de combien ça coûte. On ne va pas dire on dépense à guichet ouvert sans... Mais il faut aussi se préoccuper de combien ça coûterait si ça n'existait pas. Et l'avenir, selon moi, quand on regarde les problèmes du monde, enfin selon moi, c'est aussi l'avis d'Anicet Porce, je veux dire selon nous, quand on regarde les problèmes du monde, eh bien il nous semble qu'on va avoir de plus en plus besoin de ces formes de prise en charge socialisée de besoins. La question du climat, la question de la préservation des ressources naturelles, la question du développement des échanges culturels, la question de l'information, ce sont des questions qui vont nécessiter de réfléchir à des modalités qui, chez nous, relèvent du service public. Et pour ça, je termine là-dessus, il faut aussi se poser bien évidemment la question du financement. Moi, ça m'énerve toujours quand on parle de ras-le-bol fiscal, c'est quelque chose qui a été construit. Et quand on parle du train de vie de l'État, on fait comme si... On parle de train de vie de l'État, vous pensez tous à des palais avec des dorures, à des huissiers en queue de pie avec une chaîne, etc. Mais les impôts, ça nous revient à nous. C'est de la redistribution, soit de la redistribution monétaire, c'est-à-dire on va donner des allocations, soit de la redistribution à travers des services. Et la vraie question, c'est pas tant est-ce qu'on paie trop d'impôts ou pas, c'est qui paie des impôts, comment est calculé l'impôt de manière juste pour permettre la redistribution, et comment on redistribue. Et ça, c'est important si on veut se battre pour les services publics, selon moi, de faire le lien entre les deux. Et c'est vrai que la dégradation des services publics entretient, d'une certaine manière, le doute sur les impôts, puisqu'on a l'impression qu'on paie pour rien. Mais inversement,
on n'améliorera pas les services publics, on ne les défendra pas si on ne pose pas la question de la répartition des richesses et donc de la redistribution, notamment à travers l'impôt. Alors, si j'ai un message à faire passer pour terminer, j'espère que vous êtes convaincus, c'est si on... Il ne faut pas... Enfin, la situation est grave. Il y a une vraie dégradation aujourd'hui des services publics. Et vous le vivez tous comme je le vis, moi. On a l'impression que ça se délite. Mais ce délitement n'est pas inéluctable. Il y a des batailles qu'on peut mener, et qu'on peut mener en ayant en tête l'avenir et les besoins de tout un chacun. Alors ça implique de débattre, ça implique d'emporter la conviction, mais on a quelques éléments et quelques points d'appui, et moi je ne voudrais pas qu'en sortant d'ici vous alliez vous jeter sous un train, mais plutôt que vous partiez avec l'idée que vous allez argumenter et agir pour la défense des services publics. Le débat est ouvert. Oui, bonsoir, merci vraiment beaucoup pour ce cours d'éducation civique, d'éducation à la démocratie et à la politique. Vraiment, merci. Je voudrais faire une observation qui peut-être va encore un tout petit peu plus charger la barque, c'est que il fut un temps, l'État, au sein de l'État, globalement, on va dire, pour simplifier, mais on va dire que globalement, les gens, les responsables, portaient des valeurs de service public. Enfin, je simplifie, mais admettons que jusqu'à une certaine époque, jusque dans les années 60, 70, 80, je ne sais pas. Disons, il fut un temps, restons vagues. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce que vous avez décrit, très bien, la concurrence, la segmentation, les principes de ceci, de cela, etc., etc., eh bien, c'est porté avec un zèle extraordinaire par les responsables mêmes et les plus hautes autorités de l'État, d'ailleurs, il faut le dire. Et donc, ça renouvelle les termes de la lutte. Vous en avez parlé aussi de ça, enfin, vous l'avez tout au moins évoqué de manière rapide, mais c'est un aspect important, ça renouvelle les conditions des luttes. L'État, aujourd'hui, doit être abordé tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire comme un complice avéré aujourd'hui des milieux économiques et financiers. Il y a une articulation qui est de plus en plus étroite et évidente entre les deux. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Je réponds question par question ou on en prend plusieurs comme ça. Oh, 2, 3, d'accord. Oui, bonjour. Vous avez fait la comparaison avec différents pays, mais à aucun moment vous avez parlé du statut. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a une différence, parce qu'il y aura toujours plus ou moins, je dis plus ou moins, un service rendu au public, mais y aura-t-il encore du service public? Parce qu'on voit, vous avez parlé aussi de l'extériorisation, on voit bien ce que ça fait aussi au niveau, par exemple, de l'hôpital, où il y a des services qui sont donnés au privé, tels que, je pense à la lingerie, ou dans les écoles, la cantine, ou quand je parle aussi du partenariat public-privé, à la SNCF, où on construit les lignes SNCF, où la SNCF va payer des loyers à un grand groupe industriel de bâtiments pour pouvoir circuler sur ces lignes.
Donc voilà, moi est-ce qu'aujourd'hui la notion de service rendu au public va dépasser le service public? Oui, bonsoir. Je suis arrivée en retard, alors je ne sais pas si vous en avez parlé de ce qui se passe en ce moment avec Action publique 2022. Voilà, d'accord. Donc c'est la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait au niveau des fonctionnaires et au niveau des usagers pour se battre contre ce rouleau compresseur qui est en train de nous arriver dessus, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a une des clés, à mon sens, travaillant dans un service public, c'est de repenser, et redéfinir et se redire nos missions, quoi. Parce que défendre des fonctionnaires pour des fonctionnaires, si on n'a pas réfléchi à nos missions, c'est assez compliqué. Oui, alors, les trois questions sont intéressantes, en même temps la réponse n'est pas facile. Mais je pense que comme le poisson pourri par la tête, la haute fonction publique aujourd'hui a beaucoup... Ouais. Moi, dans les années 80, quand je faisais du syndicalisme, je rencontrais des hauts fonctionnaires, directeurs d'administration centrale, qui avaient une certaine opinion de l'État, une certaine idée de l'État, des services publics, etc. J'en connais et des gens qui ont occupé de très hautes responsabilités. Je pense quelqu'un que j'ai eu l'occasion de connaître un peu, qui s'appelle Jacques Fournier, qui a été secrétaire général du gouvernement, qui a été président de Gaz de France, je crois, puis président de la SNCF. Il est encore vivant, heureusement. Mais les gens qui sortent de l'ENA aujourd'hui, on leur dit, d'une certaine manière, votre carrière, ça va être une carrière publique-privée. Si vous êtes bon, vous allez dans le privé, après, éventuellement, vous revenez. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec un certain nombre de ministres, etc. Alors, simplement, ça, c'est pas l'État. L'État, ça va au-delà. Mais on a un vrai problème des élites de la fonction publique. Il y a le journaliste Laurent Mauduit qui vient de publier un livre là-dessus qui s'intitule La caste, et je crois que ça le dit bien. Donc, ça fait partie des problèmes auxquels on est confronté. Une deuxième idée sur... effectivement, progressivement, il y a la tentation de substituer la notion de service au public à la notion de service public. Le service public, ça va au-delà du service au public. C'est ce que disait une des citations du Conseil économique et social, quand il disait que ça ne doit pas se contenter de répondre aux besoins individuels, mais ça doit prendre en compte d'autres dimensions, notamment la dimension de l'intérêt général. Et effectivement, ce que je viens de dire sur la haute fonction publique est le discours dominant, alors dans la presse, et chez les responsables politiques, qui le plus souvent se recrutent aussi dans cette haute fonction publique, remettent en cause cette distinction, enfin, cette notion. Ils ne font plus la distinction. Et c'est vrai, je n'en ai pas parlé, mais il y a de plus en plus d'externalisation, y compris, si vous allez dans un ministère à Paris, dans un ministère, théoriquement, il y a des règles de sécurité, etc. Les agents d'accueil sont tous des salariés de boîtes privées de sécurité. Sauf à Bercy où ce sont encore des douaniers qui gardent l'entrée. Voilà. Mais dans les hôpitaux, de plus en plus, une partie du ménage. Je trouve que ces récemment, on auditionnait dans le cadre d'un avis aussi encore sur la fonction publique,
une dame qui est directrice de je sais plus quoi, dans la direction des ressources humaines de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et elle nous expliquait, parce qu'on parlait des nouveaux métiers, qu'il y avait maintenant des gens dont la fonction était de s'assurer que les sous-traitants fassent bien le travail pour lequel ils étaient payés. C'est tout de même assez délirant quand on y pense. Voilà. Donc, ça existe, ça fait partie du. Alors, comment est-ce qu'on se bat? Alors, je vais essayer de remonter à une diapo que j'ai pas commentée, et qui montre une partie du problème. Je vous ai dit, les Français, ils sont favorables au service public, ils sont contents. Mais quand on leur demande quel est le qualificatif qui s'applique le mieux aux fonctionnaires, aux agents du service public, pardon, le premier qualificatif, c'est privilégié. Alors, le deuxième, c'est sympathique, compétent, ça va. Mais soucieux de l'intérêt général, c'est que 42%, dévoué, c'est que 42%, travailleur, c'est 42%, efficace, 41%, proche des préoccupations des gens, 39%. Alors les fonctionnaires, les salariés du service public, eux, ils se trouvent compétents, sympathiques, et soucieux de l'intérêt général. Mais il y en a tout de même 45% qui se trouvent privilégiés. Ça donne la mesure du problème auquel on est confronté pour mener des batailles. Donc, ça implique d'avoir bien en tête, chez les agents, chez les fonctionnaires, comme chez les usagers, que les fonctionnaires, le statut n'est pas là pour faire plaisir aux fonctionnaires. Le statut, il est là pour répondre à un certain nombre de besoins en fonction d'un certain nombre de principes. Et la disparition du statut, ça aurait des conséquences sur les usagers. Un exemple simple, quand on recrute un contractuel, notamment un CDD plutôt qu'un fonctionnaire, ce qui est un des éléments que CAP 22 propose, l'Action publique 2022 propose de développer. C'est pas seulement que celui qui va être recruté comme ça va être plus précaire, moins bien payé, je crois que c'est important, mais c'est aussi que la fonction publique, ça doit s'inscrire dans la durée. L'action publique, ça doit s'inscrire dans la durée. Comment vous allez demander à quelqu'un de s'inscrire dans la durée s'il est là pour 6 mois, 9 mois, 10 mois? Voilà. C'est pas l'intérêt des usagers qui est des contractuels. Il faut essayer de tenir ce discours, mais je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a une question qui se pose, qui est importante, c'est quelle place on confère aux usagers dans le fonctionnement même du service public. Est-ce qu'on les traite comme des assujettis, ou est-ce qu'on les traite comme des gens qui ont quelque chose à dire? Et c'est pas facile. Mais c'est selon moi important. Moi, je pense syndicalement, on ne peut pas se contenter de dire aux usagers « venez nous défendre avec nous les services publics », mais une fois qu'on a gagné, vous restez à votre place et on ne vous écoute pas. Il y a une question de démocratie dans le fonctionnement des services publics qui doit associer bien sûr les agents des services publics parce qu'ils ont une expérience professionnelle, mais aussi les usagers parce qu'ils ont ce qu'on appelle une expérience d'usage. Ils vont dans les services publics, ils savent les problèmes que ça leur pose et il faut les entendre. Donc voilà, quand j'ai dit ça, j'ai dit des généralités. Étant retraité, je ne vais pas donner de leçons sur l'action syndicale, quoi que ce soit, mais je pense que c'est une orientation importante. Bonjour. On le voit bien à travers votre présentation qu'en fait le service public c'est un enjeu de lutte de classe et que plutôt que d'être dans une défense, qu'est-ce que vous pensez des travaux de Bernard Friot qui dit qu'en fait non, il ne faut pas défendre mais étendre le service public et notamment en socialisant toute la valeur ajoutée pour permettre qu'on n'ait plus seulement 20% d'emploi public mais 100%. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même garder une certaine forme d'économie mixte ou est-ce que vous pensez que ce modèle finalement pourrait être viable?
Oui, bonsoir. Je suis très heureux qu'un ancien syndicaliste enseignant insiste sur l'importance de la participation des usagers aux enjeux de service public, notamment en tant que militant parent d'élèves. C'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible. Merci. Non, 3 petites remarques rapidement, et je voudrais avoir l'avis un peu de Gérard Aschieri. Complètement d'accord sur l'idée qu'il faut qu'on ait une vision contradictoire des choses. Parce que c'est vrai qu'avec CAP 2022, avec ce qui nous tombe sur la gueule tout le temps, il y a ce vrai danger, ce que j'appelle l'effet bulldozer. C'est-à-dire de se dire, on en prend plein la gueule, c'est la catastrophe, tout, etc. Ce qui nous empêchera de saisir les aspects contradictoires. Et j'ai lu l'excellent livre que vous avez écrit avec Anis Le Pors, et je pense en effet très intéressant qui se termine ce livre, et votre exposé de la même manière, sur l'idée qu'il y a non seulement un avenir sur le service public, mais c'est que c'est le seul avenir. Parce que j'ai la faiblesse de penser que le capitalisme n'est pas une solution pour le développement humain, et donc à un moment il y a une nécessité. Donc il faut bien qu'on saisisse dans la situation d'aujourd'hui quels sont les aspects contradictoires. Si on prend, sur le service public, on parlait de l'État, sauf que l'État, c'est pas seulement l'État central. L'État, c'est aussi les collectivités locales, parce que c'est une partie de la puissance publique. Et pour moi, il n'y a pas un État central d'un côté, les collectivités de l'autre. Il y a l'ensemble de la puissance publique, avec son financement, qui rend le service public. Et on doit avoir une réflexion globale. C'est toujours l'exemple que je prends quand on dit le service public, ça se dégrade, ça se dégrade. Oui, mais vous prenez un exemple comme le périscolaire, par exemple. Ça n'existait pas il y a 40 ans. L'animation, le périscolaire, etc. Ça existe pourquoi? Parce qu'il y a des besoins sociaux nouveaux dans la société qui ont émergé, et il y a des réponses qui ont été données. Et beaucoup, au départ, dans les mairies à direction communiste de la banlieue parisienne. Ivry, etc., qui ont commencé. Et ça s'est généralisé, moi, maintenant, partout. Avec des contradictions, c'est pas évident. Mais c'est un exemple de service public qui s'est développé ces dernières années. Et on a gagné, il y a 20 ans, d'ailleurs, dans la fonction publique territoriale, un statut pour les animateurs, ce qui n'existait pas. Voilà, il y a des aspects comme ça contradictoires qu'il faut voir à chaque fois. Deuxième remarque, sur la question efficacité, service public. Là, il y a une vraie question, en effet, qui n'est pas évidente, c'est quoi les critères d'évaluation du service public? Quels critères d'évaluation on a des politiques publiques? Et là, je partage en effet l'aspect que c'est complexe. Je prends un exemple que je prends souvent, la politique de la ville. Moi, j'ai été directeur général d'une commune ici, dans l'arrière-pays niçois. On avait un quartier en politique de la ville. L'efficacité de la politique de la ville qu'on a menée, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui arrive, c'est ce qui n'est pas arrivé. Voilà, c'est ça la difficulté. La politique de la ville, vous réussissez quand il n'y a pas de bagnole qui crame, quand il n'y a pas de problème dans le quartier. Mais c'est un critère en creux. Donc ça demande vraiment un travail qui n'est pas évident, mais qu'il faut mener ensemble avec en effet les citoyens, etc., pour voir à un moment quels sont les objectifs et comment on les remplit. Et troisième remarque, je vais vite, sur la question des modes de gestion. Parce que là, on a une vraie question et qui à Nice se pose d'une manière originale. Parce qu'on a un maire ici, à Nice, et je pense que Gérard Aschieri est un peu au courant, maire et président de la métropole, prince de l'univers, etc., voilà, qui a quand même une manie, c'est de tout mettre en régie publique. L'eau, les transports, le palais des expos, voilà. Ah, c'est une manie, là. Tout est en régie publique, les parkings, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens, moi j'ai des amis qui disent « Ah merde, c'est con, comment on dit, mais ça peut pas être bien si c'est lui qui le fait. » J'ai dit si. Le fait de mettre en régie publique, c'est quoi? C'est la démonstration que, ce que moi je pense, on pense qu'on partage beaucoup ici dans cette salle, c'est-à-dire l'idée que le mode de gestion publique, en régie publique, des services publics, il est efficace, pas pour des questions de tarification consumériste, c'est une vraie question, mais c'est pas ça la première question. C'est quelle est la maîtrise par la population et ses élus du contenu des services publics. Et moi, quand il y a Estrosi qui dit dans Nice Matin, moi la délégation de service public, ça ne va pas, parce qu'on n'a plus aucun contrôle sur le délégataire, et le délégataire, c'est une boîte espagnole, en gros, qu'on n'a rien à faire de Nice, etc. Je dis oui. Je dis oui. Ça ne gêne pas que ce soit dit, parce que je pense que ça confirme justement tout ce qu'on peut dire. Et là aussi, c'est un élément contradictoire de la réalité qu'il faut prendre en compte. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Troisième question. Oui, bonsoir. Alors, moi, je représente un cas pathologique exemplaire, puisque je suis à la fois fonctionnaire d'État, qui travaille chez Orange, ex-France Télécom, qui est une ancienne administration, une ancienne entreprise publique, et qui a un service public en salle arrange, et qui n'est plus un service public en salle arrange pas. C'est une sorte de service public à géométrie variable. Et en plus, pour cerise sur le gâteau, là, c'est vraiment le pompon, je m'occupe de ce qu'on appelle la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale ou sociétale d'entreprise.
Et c'est sur le dernier point que je souhaitais vous interroger, parce que j'ai l'impression que avec cette notion de RSE qui est importée notamment des pays anglo-saxons et notamment des États-Unis, on tend à faire un petit peu passer toutes les entreprises comme ayant, en exerçant certaines fonctions, certains types de ce qu'on appelle maintenant le développement durable, et en prenant en compte ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire non seulement les salariés, mais aussi le public, les institutions, l'environnement, enfin l'univers en général, que toutes les entreprises, et notamment les entreprises privées, leurs dirigeants, les managers, les actionnaires, les patrons, etc., exercent des fonctions sociales. C'est-à-dire même en recherchant leur profit, que la recherche du profit, on va dire en ayant des bonnes pratiques, serait en quelque sorte une fonction sociale en tant que telle. Donc, ne pensez-vous pas que justement le développement de cette notion de RSE tend justement un petit peu à se substituer à l'ancienne notion de service public, justement en laissant entendre que toutes les entreprises ont des fonctions sociales ou sociétales d'intérêt général, et que même dans les services publics, cette notion de RSE prend un petit peu le pas dans les anciennes missions de service public. Je vais commencer par la dernière question. Parce que dans le Conseil économique, social et environnemental auquel j'appartiens, on n'arrête pas de parler de RSE. Et je pense que souvent, ça relève plus du greenwashing que d'autres choses. C'est-à-dire, c'est beaucoup dans les apparences. Et je connais des gens très bien qui, enfin, dans mes collègues, il y a des gens que j'estime beaucoup, dont c'est le boulot d'être directeur RSE de telle ou telle boîte. Donc, c'est pas une question de personne, mais ça résiste pas vraiment, je trouve, quand la question du profit arrive. Et d'une certaine manière, Nicolas Hulot, quand il a quitté le ministère de la transition écologique, et qu'il a mis en cause le système capitaliste comme contradictoire avec la lutte pour le climat et la transition écologique, parce que c'est à peu près ça qu'il a dit. D'une certaine manière, je crois qu'il dit la même chose. Voilà. Alors, en même temps, excusez-moi, je dis en même temps que l'autre, mais je le disais avant lui. Voilà. En même temps, l'entreprise a des responsabilités. Et l'entreprise, elle peut participer de la prise en charge de l'intérêt général. Simplement, la grosse différence, c'est que ça n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission première. Et je pense que l'important, c'est non pas que tout soit service public, mais que le service public, sur un certain nombre de choses, soit leader. Qu'est-ce qui pose problème, par exemple, dans les PPP dont on parlait? C'est pas seulement que ça coûte beaucoup plus d'argent, c'est d'abord que le service public n'a plus la main, y compris sur ses locaux. Il y a un an, j'étais allé dans une université à Toulouse sur le même sujet, et là on m'a expliqué que c'est une très belle université, toute propre, etc., qu'elle avait été rénovée en PPP. Et que dès qu'il y avait un graffiti ou un interrupteur cassé, ou je ne sais pas quoi, il fallait faire appel aux prestataires à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire, les personnels de l'université ne pouvaient même pas passer un coup de peinture sur le mur avec un graffiti.